Bonjour à tous, bienvenue pour la journée Rétroscope. Chantal Compère va donner un mot d'introduction. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Chantal Compère, je suis directrice scientifique à l'IFREMER et je suis ravie d'être là pour la restitution en fait, du projet Rétroscope. Et merci de votre participation parce que c'est un moment qui est toujours très, très important dans la vie d'un projet, la restitution en fait des, résultats qui ont été obtenus. Alors, être un acteur en prise avec cette société, c'est une des quatre ambitions fortes qui est inscrite sur le projet d'Institut à l'horizon 2030. La science se doit d'être ouverte au-delà des seuls scientifiques et aussi la direction scientifique avait ouvert un appel à intérêt au projet dès 2018 sur sciences et société, sur l'approche intégrée des trajectoires à long terme des socio-écosystèmes marins. Cette AMI avait plusieurs objectifs, mais elle visait tout d'abord en premier lieu à faire émerger des consortiums. Et là, il y aura une présentation très large des consortiums qui ont émergé de Rétroscope, qui abordaient d'une part l'analyse rétrospective des processus économiques, sociaux, culturels et écologiques en jeu dans l'évolution des relations entre société et écosystèmes marins, et d'autre part, l'élaboration de scénarios futurs pour les écosystèmes marins. Alors, une telle programmation se doit bien évidemment d'être pluridisciplinaire, transversale. Ce sera des maîtres mots qu'on va voir durant toute cette journée. Et elle associe à la fois des sciences de l'homme et de la société, des sciences de l'univers, sciences de la vie et de l'environnement. Rétroscope a été retenu, c'est un des premiers projets, donc vous êtes les bâtisseurs des projets sciences et société dans le cadre de cette AMI. Elle a été retenue en 2018 et elle visait à étudier de 1970 à nos jours les trajectoires socio-écosystèmes côtiers à vocation conchylicole dans 3 sites différents avec des emprises différentes et des facteurs de changement contrastés, Viveré, B2D, Pertuis-Charentais, Lagune de Thau, en adoptant une approche qui était originale pour nous et qui n'avait pas à date été menée, en tout cas jusqu'alors, à l'IFREMER, qui associait effectivement sciences de la vie de l'environnement et sciences humaines et sociales. C'est un projet qui est très transversal au sein de l'IFREMER et qui a rassemblé de façon assez exceptionnelle, en fait, plusieurs équipes scientifiques, d'abord plurielaires, ce sont des projets qui étaient interlaires, mais pas seulement, le laboratoire Amur, le service Vigie, le service archives et patrimoine intellectuel, la direction de la com, le pôle médiation et l'événementiel du pôle audiovisuel, et excusez-moi si j'ai oublié, mais c'était d'autres participants au sein de l'IFREMER, mais on le voit, c'était un projet qui était vraiment très interdisciplinaire et interlaboratoire. Il a aussi associé des nombreux acteurs qui étaient extérieurs à l'IFREMER. Toutes les connaissances de ce projet n'étaient pas uniquement produites par les équipes scientifiques, mais il y a eu de nombreux acteurs de la société, les parties prenantes, qui étaient impliquées dans le fonctionnement de chacun des sites. Alors, je ne vais pas les donner en détail, les administrateurs, les organismes de gestion, les services de l'État, les organisations professionnelles, etc. Ils ont tous apporté leur connaissance sur le suivi de certains usages, l'histoire des dispositifs de gestion ou les compromis qui étaient relatifs à la perception de l'état des écosystèmes par la société, sans oublier tout un ensemble de collaborations qui se sont construites au cours de ce projet avec un certain nombre d'universitaires et des laboratoires impliqués dans les SH. Les résultats, ils vont être restitués aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je voudrais simplement finir par mettre l'accent sur les bénéfices et les nombreux enseignements issus de ce large projet collaboratif et collectif. Tant sur les connaissances qui sont partagées, et pas uniquement à l'échelle d'un territoire, mais interlaire, tant sur la mise en évidence de l'importance d'avoir une approche qui est couplée des interactions ressources et environnement, sur la richesse des apports pluridisciplinaires et collectifs
qui ont associé sciences de la vie et SHS, et sur l'importance aussi de restitution de tels projets et aussi des bénéfices à venir avec tout un ensemble de mise en valeur en fait des résultats de ce projet à travers des frises, des films, etc., qui sont très, très originaux et je pense qu'ils peuvent être aussi très bénéfiques pour d'autres projets. Donc, en dernier mot, et le seul que c'est merci à vous, parce que c'est un projet, c'est une belle réussite d'un projet collaboratif et collectif au sein de l'IFREMER. Je suis très contente d'assister à la restitution de ce projet. Et voilà, j'espère que vous pourrez partager en fait euh, les, les différents bénéfices de ce projet, même au travers de vos laboratoires et au sein de vos expériences autres que rétrospectives. Merci. Merci. On va démarrer avec l'info et puis on va immédiatement ensuite sur l'ordre du jour et dérouler cette journée en ensemble. Donc le projet Infoscope pour un intitulé qui est approche comparée des trajectoires d'évolution des socio-écosystèmes côtiers à vocation viticole, avec une définition entre trois sites ateliers, donc la baie des Vies en Normandie, le bassin de Marais de Léron en Charente et la lagune de Tours en Citanie. Ce projet il a été co-coordonné par 4 personnes. Nous sommes tous ici. Donc Audrey Bruno, qui est en Charente, Valérie Dorolès, qui est à 7, Rémi Bongoël, qui est à Brasse et Salamure, et moi-même, qui est à Brasse également. Donc, Rétroscope vise à étudier les trajectoires des socio-écosystèmes côtiers à vocation viticole par le biais d'une approche interdisciplinaire, donc qui associe les sciences du vivant ainsi que les sciences humaines et sociales. Et notre objectif, c'était de produire des analyses rétrospectives des processus qui sont mis en jeu dans l'évolution des relations entre la société et les écosystèmes marins. Et il s'agissait pour nous, dans le deuxième tour, de tirer de ces analyses des enseignements concernant la capacité d'adaptation et de résilience de ces sociétés et de ces écosystèmes face au changement. Alors, l'approche qu'on a adoptée dans le projet, elle est un petit peu particulière, elle répond au programme Sens et Société. Donc, le socio-écosystème, il a une composante écologique et il a une composante sociale. Sa composante écologique, on l'aborde par le biais de la discipline des sciences du vivant, et souvent, en fait, on étudie des processus qui sont les processus biologiques, des processus biophysiques, des fonctions écologiques. Et à contrario, la composante SHS s'intéresse plutôt à la notion d'acteur, à la notion de pouvoir, de coopération et de conflit entre ces acteurs, et puis les notions de représentation, de valeur et de patrimoine. Pour favoriser l'interdisciplinarité, on va se positionner, nous, sur l'étude des objets frontières, que sont les dispositifs de gestion et les services écosystémiques, qui vont nous permettre, en fait, entre écologues et économistes et sociologues, de mieux discuter. Et tout ça va être borné dans notre champ d'action par les usages et la conchyliculture. Tout ce qui ne concerne pas, tout ce qui ne va pas être en prise directe avec la conchyliculture, va sortir du champ du projet. Donc, je le disais dans l'intitulé, on a 3 sites ateliers, donc 3 sites qui sont extrêmement contrastés en termes de fonctionnement écologique, en termes d'histoire de l'ostréiculture, et qui sont aussi le siège de multiples usages du littoral, qui sont différents suivant les sites, à chaque fois qu'ils sont multiples. Donc, la baie des Vies, qui est un petit estuaire situé à l'échauffeur, en fait, des départements du Calvados et de la Manche, où l'ostréiculture est assez récente. Le bassin de Marais de Léron, que tout le monde connaît, le berceau de l'ostréiculture, avec un fonctionnement encore différent. Et puis la lagune de Thau, ce système semi-fermé situé en Méditerranée, lui aussi siège d'une ostréiculture de longue date. Et quand on parle d'analyse rétrospective, forcément, on a des bornes temporelles qui sont associées. Et nous, on s'est positionné sur la période 70-2018. 70, pourquoi? Parce que c'est un événement, c'est une date charnière dans l'ostréiculture, puisque c'est la fin de la culture de l'aquaculture de l'huître portugaise Crassus triangulata, qui a été décimée en fait par les agents pathogènes au profit de l'huître creuse Crassus pelagiles. Alors, l'organisation du projet, elle est autour de 3 axes. Un premier axe, l'axe E, l'axe écologique, qui va traiter de l'état écologique et des fonctions écologiques des sites. Un axe S, société, sciences humaines et sociales, qui va traiter des services écosystémiques, des demandes sociales et des compromis de gestion. Et un axe D, qui est cet axe transversal, qui va réunir les 2 disciplines et qui va produire, dont l'objectif est de produire des grandes compétences communes.
Donc l'axe E, on étudie l'évolution des fonctions écologiques et des services écosystémiques qui sont clés du point de vue de la vocation viticole. On va chercher à identifier les perturbations, les crises écologiques, les crises sanitaires qui ont impacté l'activité viticole. Et le cœur de notre analyse, il repose en fait sur l'analyse de nos réseaux d'observation et de surveillance. Donc on a analysé les tendances à long terme, les périodes de basculement, les synchronicités, les similitudes, les différences entre les sites. Et puis on a essayé d'avoir une approche méthodologique qui soit générique. Sur l'axe S, on s'intéresse donc aux demandes sociales pour les services écosystémiques et on va identifier et quantifier les services écosystémiques, retracer leur évolution dans le temps en lien avec les usages des dispositifs de gestion, identifier les demandes sociales pour ces services écosystémiques et plus particulièrement les demandes qui sont porteuses de changement. Là aussi, avec un souci d'identifier les périodes de basculement, les synchronicités, les similitudes. Et l'axe T, on retrace, in fine, la trajectoire d'évolution de ces écosystèmes. Et là, on va faire appel à des outils qui sont un petit peu particuliers, des outils de frise chronologique avec une périodisation. Et puis, pour chaque période, on va injecter les résultats de l'axe E, de l'axe S, les demandes psychologiques, les demandes sociales. Et puis, on va introduire aussi de nouvelles notions, comme sont les facteurs de changement et les stratégies d'adaptation des acteurs, les configurations, les propriétés émergentes de ces systèmes. Et tout cet axe, il a aussi fortement mobilisé les acteurs via des ateliers de travail et via aussi des enquêtes. Donc, le partenariat de Rétroscope, il s'appuie sur une quarantaine de partenaires scientifiques, beaucoup, de nombreux au sein du première, des concours, qui mêlent aussi sciences de la vie et sciences humaines et sociales, et puis un certain nombre d'acteurs, les CRC, qui représentent la profession agricole, les agences de l'eau, les services de l'État au travers des directions départementales et territoires de la mer, les centres techniques, et puis d'autres instances comme les parcs marins ou le CPE du bassin de Doubs. Alors, on a produit un certain nombre de produits originaux à destination des acteurs du grand public, donc un documentaire sur l'ostréiculture et qui s'appuie sur les résultats du projet, un outil web de frise chronologique, et puis un ensemble de vidéos animées sur les frises synthétiques de nos sites. Et puis une dissémination scientifique, mais pas que, aussi accessible pour l'instant au travers d'Archimère, qui regroupe des lettres d'information qui ont été diffusées aux acteurs tout au long du projet, qui regroupent des communications orales ou des posters qu'on a pu donner en colloque, certains des articles de renvoi qui sont déjà publiés. Donc sur Archimère pour l'instant, mais on a aussi une page web qui est en cours de construction, donc vous avez déjà noté l'URL. Et voilà, cette page web, elle est encore en construction et elle permettra, en fait, tout ce qui est sur Archimère sera aussi disponible sur cette page web. Et puis, dans le cadre du projet, c'est important de le mentionner, on a aussi fait un gros effort de formation, c'est-à-dire qu'on a encadré de multiples stages, notamment de masse de 5 stages en écologie, 10 stages en sciences humaines et sociales. Donc, il y a eu un effort de formation et d'encadrement très important. Donc voilà pour cette introduction. Juste un petit mot sur l'ordre du jour. Je vais rester là-dessus. Donc on va dérouler les axes de manière chronologique, hein, l'axe écologie, l'axe S puis l'axe T, et on va essayer de ponctuer cette journée en vous montrant en fait les produits de diffusion qu'on a été amené à réaliser au cours du projet. Donc voilà, ponctuer un peu cette journée par des sites internet un peu changés. Voilà, et on va démarrer du coup tout de suite par l'axe E. On va commencer par l'axe E, donc la session 1. Je ne vais pas garder la parole toute la journée. C'est vraiment, ça va être une journée qui va être rythmée au son de nos 4 voix. Mais je garde encore un petit peu la main. Donc, pour démarrer avec vous, en fait, cette session 1 sur l'axe E, donc sur l'évolution de l'état des écosystèmes et des fonctions écologiques. On trouve ici les acteurs, en fait, hein, les gens qui ont été très fortement impliqués. Je ne l'ai pas dit, mais c'est 4 coordinateurs, mais derrière, il y a une dynamique scientifique et de partenariat de groupe qui s'est créée de manière très importante. Et sans l'ensemble des personnes qui ont contribué, on ne serait pas en mesure de vous présenter ce qu'on va présenter aujourd'hui.
Donc, je rappelle rapidement les objectifs de l'axe E. Donc, étudier l'évolution de l'état écologique avec un focus sur les tendances à long terme, l'identification d'éventuelles ruptures, l'étude des synchronicités, des similitudes et des différences entre les sites. On va d'abord faire un préalable méthodologique, puisqu'il a été important pour le projet, avec derrière la notion de généricité. Et puis, en termes d'approche adoptée, on a d'abord privilégié une approche univariée, et puis dans un second temps, on a donc une approche univariée vraiment au plus près des données, au plus près de la trajectoire temporelle, et puis ensuite une approche multivariée. Et du coup, il y a toujours eu un compromis en fait qui a été recherché entre la volonté d'expliquer l'évolution de chaque site et être aussi dans la notion de comparaison inter-site. Donc ces données de plusieurs réseaux en fait ont été analysées de front parce que du coup, pour étudier l'état écologique, on s'est intéressé vraiment aux services clés en lien avec la vocation viticole, hein, donc le maintien des réseaux trophiques, la régulation des nutriments, la régulation des pathogènes. Et donc vraiment, en fait, on a mobilisé les réseaux qui sont en grande partie, ou qui ont été en grande partie opérés par l'IFREMER, donc depuis des durées temporales. Donc on les retrouve sur la diapositive, donc tout ce qui est contamination pour la régulation des pathogènes, donc contamination microbiologique, contamination chimique, et puis toute la partie réseau trophique en fait qui va permettre de soutenir notre production de bismuthreuse, donc le compartiment hydrologique, le phytoplancton et les performances de bismuthreuse, donc les réseaux réunis, ROC, les réseaux hydrologiques, hydrologiques, Ecoscopa. Et puis forcément, on est aussi obligé de s'intéresser au forçage. Donc on s'est intéressé au forçage climatique locaux, ainsi qu'au forçage terrestre. Donc quand on parle de séries temporelles, hein, pour les avoir, ces séries temporelles, il y a toute une étape de sélection et de pré-traitement des données. On s'est forcément interrogé sur la notion de sélection des lieux de suivi, quels lieux de suivi, quelles variables, des variables déjà existantes, où il fallait construire de nouvelles variables, il fallait choisir des périodes, choisir des matrices. Des matrices, j'entends par exemple en contamination chimique, on peut mesurer les contaminants chimiques dans des moules, dans des huîtres. Donc, suivant en fait la matrice qu'on choisit, l'analyse du paramètre va pas être la même. Il faut aussi s'intéresser aux méthodes d'analyse, aux méthodes de qualification des données, et gérer aussi les limites de détection de quantification qui évoluent au cours du temps. Donc, tout ça demande une expertise assez forte d'emblée, dont on ne peut pas faire l'économie, pour identifier en fait un certain nombre de séries temporelles. Donc, cette étape-là nous a amené à considérer un peu plus d'une quarantaine de variables pour retracer l'évolution des états écologiques. Donc, sur l'ensemble des services en fait, ou des fonctions que j'ai détaillées avant, je ne vais pas tout détailler. Je vais juste peut-être en détailler quelques-unes concernant les huîtres, où là, parce qu'on a été amené en fait plus spécifiquement à construire des variables. On a pas utilisé des variables mesurées telles que il a fallu vraiment construire à posteriori des variables. Là, il y a eu tout ce travail associé à ça. Et puis, je vais prendre un autre exemple sur le phytoplancton. On ne s'intéresse pas seulement à l'abondance, à l'évolution de l'abondance du phytoplancton, mais on va s'intéresser aussi à les indices de diversité, les indices de dominance. Voilà, on a plusieurs indicateurs de ce type. Alors, un petit peu de méthode, on va rentrer un petit peu dans la méthode. Nos données de réseau, ce sont bien des séries temporelles, mais ce sont des données qui présentent une très grande variabilité. Ce sont des séries qui sont non stationnaires, c'est-à-dire qu'on va avoir des changements de moyenne, des changements de variance, des variations cycliques. On a aussi des données qui sont exceptionnelles, avec plusieurs origines possibles. On a des fréquences irrégulières parce que les fréquences ont évolué au cours du temps, les stratégies de ces réseaux ont évolué au cours du temps, et parfois on a des données manquantes. Donc en général, en statistique, on adapte, on tord les données pour entrer dans des méthodes. Et là, nous, on a eu plus une démarche inverse, qui est plutôt d'utiliser une méthode adaptée aux données. Et on a utilisé en fait les modèles linéaires dynamiques. Donc c'est vraiment le cœur de notre analyse. Mais pour ça, on a eu la chance de se reposer sur un cadre qui va au-delà des modèles linéaires dynamiques, mais qui offre des procédures de pré-traitement en fait. Et tout ce process-là est détaillé dans l'article qui est mentionné ici, qui a été produit par Dominique Souvent et Tania Servance. Donc c'est un préprint, hein, le préprint est disponible sur Internet, mais la révision d'article et le processus de révision d'article est en cours. Néanmoins, sur l'adresse URL, vous pouvez retrouver cet article. C'est vraiment été au cœur de notre approche. Donc, le DLM, en fait, il développe
une observation en la somme de plusieurs termes, que sont la tendance ou le niveau moyen, un terme de saisonnalité, qui reproduit une variations saisonnière, plus un terme d'erreur. Donc, on voit sur ce graphe ici les observations. Le framework continu, c'est le modèle, c'est la version du modèle. On voit ici l'évolution d'une tendance, hein, et on voit bien que les observations ici, le niveau moyen, donc la moyenne elle est supérieure sur cette première partie de la série par rapport à cette deuxième partie de la série. Donc on voit bien là qu'on a un changement de niveau moyen. La pente associée à ce niveau moyen qui nous permet de décider si la tendance elle augmente ou diminue de manière significative. Et puis le terme de saisonnalité. Alors, pour appliquer un PLM, pour appliquer un PLM, il y a une nouvelle étape de traitement des données, des questions de transformation de variables et des questions aussi d'optimisation de l'évolution temporelle qui sont à fixer avant. Et puis, je parlais du processus, des process autour de ces DLM, c'est-à-dire qu'il y a toute une stratégie d'analyse qui a été mise en place avec une détection automatisée des événements exceptionnels, des données exceptionnelles comme sont les ailleurs et des changements dans la tendance. Donc, plusieurs allers-retours, en fait, qui permettent d'obtenir des modèles successifs. Donc, on n'a pas un modèle, mais on a plusieurs modèles. Et on a ensuite des données, des outils diagnostiques qui nous permettent de choisir le modèle. Donc, on a amené à choisir ce modèle. Et toute cette étape-là, tout ce process-là, nécessite aussi d'avoir une grande expertise, de développer une expertise sur les séries temporelles. Donc, nous, dans le projet, on s'est intéressé exclusivement à la tendance, l'évolution de la tendance. Vraiment, ça fait écho hein, aux objectifs, aux objectifs de l'AXE. On a expertisé environ 200 séries temporelles et ça nous a aidé à porter ce diagnostic sur l'évolution de chaque variable, au repérage des ruptures et retrouver nos synchronicités. Je vais maintenant laisser la parole à Audrey. Bonjour, je suis présentation. Alors, ici, vous avez eu un exemple de représentation graphique, donc justement des tendances d'évolution des contaminants chimiques. Donc, pour le site, on est dans la San Marino à Miglo, avec la matrice grâce GIAS. Et en fait, donc, vous avez une représentation des tendances, c'est pour les métaux. Donc, on avait sélectionné des métaux, des inorganiques et des organiques. Et donc, l'idée, ce qu'on voit comme l'a décrit Aline, vous voyez que dans les blanches, on a effectivement le modèle, le DLM, qui est le trait noir. Vous pouvez voir, vous pouvez suivre, avec une enveloppe à 95%, donc l'enveloppe en pointillé des données, des observations qui sont désaisonnalisées, qui sont représentées en points grillés, et la droite de tendance, qui est la droite de Sintel, la droite de significativité de tendance, en bleu. Donc, cette représentation qui a été faite donc, pour les contaminants chimiques et pour les données phyto, pour les données des huîtres et des paramètres physiques, après c'est tous. Comme vous pouvez le voir, par exemple, là, pour les contaminants chimiques, vous avez une tendance monotone décroissante pour dans la semaine de pendant toute la période d'études. La période d'études qui est de 78 à 2018. En parallèle, on a aussi mis en place des représentations graphiques avec les pentes des tendances. Donc ça, c'est le graphique que vous pouvez voir à droite. Donc les pentes des tendances, c'est la significativité de la pente. Est-ce que nos données sont significatives et est-ce qu'elles diminuent ou elles augmentent significativement? Donc toujours pour les métaux, vous avez les métaux et les contaminants organiques. On est aussi au point Mulu, dans le bassin de Mulu. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on avait les données. Donc là, par exemple, le cadmium entre 1978 et 2018. La diminution en bleu, donc, elle était significative sur la période 1984 jusqu'à 2018, avec des significativités plus ou moins fortes. Plus la couleur est poussée, plus la significativité est forte. Et les croissances sont en vert. Donc, ça nous permettait, les pentes des tendances, ça nous permettait aussi d'observer sur quelle plage de temps on avait une diminution significative ou une augmentation significative du paramètre. Pour les données de la microbiologie, on a dû adapter notre méthode d'analyse. Donc, on a regardé les données des DLM, des modèles linéaires dynamiques, mais on avait face en fait au fait que les DLM n'étaient pas complètement adaptés à ces données.
puisqu'on avait pour ces données-là beaucoup de valeurs à la limite de quantification, à la limite de détection. Donc, ce qui veut dire, c'est ce que vous voyez d'ailleurs dans les résultats, vous voyez qu'il y a plusieurs points qui tirent les modèles, en fait, et qui sont à la limite de détection. Donc, on a choisi des méthodes alternatives de représentation des données. Donc, une méthode qui est basée sur les tendances monotones, sur les médianes annuelles, à ajouter un test de Mandelbrot, ce qui permettait, par exemple, donc, pour l'Escherichia coli, là, on est au point de l'aiguille, donc toujours dans le bassin de l'aiguille. Et on a les représentations des médianes, les observations en gris, et la tendance monotone avec le test de Mandelbrot, la droite bleue. Ce que ce graphique nous apprend, c'est qu'on a une dégradation de la qualité de la dégradation de la qualité au niveau de Fasosphère GR, ce qu'on dit, à travers la trajectoire du temps, donc depuis 1990 jusqu'à 2018. Pour une temps, et donc on avait une tendance monotone. À cela, on a aussi regardé les données avec un graphique, on a produit des graphiques d'évolution de la qualité par période de 3 années, donc par année glissante. C'est aussi une représentation qui est utilisée dans le classement de zone. Et ça nous permettait de regarder les données en fonction du classement sanitaire, donc avec les seuils sanitaires de chez coli, donc les seuils 230, 230, 700, 700, 4600, 4600, 46 000 et supérieur à 46 000. Avec une gradation en fonction de la dégradation de la qualité. Et à cela, dans ces graphiques, on a ajouté aussi le classement sanitaire en vigueur, donc le classement A et le classement B. Ce que ça nous apportait aussi, ces représentations graphiques, ça nous apportait à la fois, en complément de la tendance monotone, des informations sur une dégradation de la qualité sanitaire sur des périodes ponctuelles, on va dire. Donc, par exemple, on sait qu'on a une dégradation mais on sait que, par exemple, on a une dégradation de la qualité dans les années récentes, puis on a une dégradation en milieu de période et en début de période. Ce qu'on a généré, donc là, c'était toujours de l'étude en linéarité, donc paramètre par paramètre. On a généré des tableaux de bord pour chaque site, c'est-à-dire un regroupement des données, une visualisation en fait des données, paramètre par paramètre. Donc ici, vous avez l'exemple de la réalité pour tous les paramètres qui ont été sélectionnés, donc les paramètres météo, météo, précis et recevoir. Donc, on a en fait regardé justement l'évolution des tendances, à la tendance à la hausse, donc une dégradation, ou à la baisse, une dégradation. Les tendances, si elles étaient moins significatives aussi, s'il n'y avait pas de hausse, pas de baisse significative, et s'il y avait des ruptures. Et on a en fait retranscrit ces résultats sur le tableau. À savoir aussi qu'on a des séries qui ne sont pas forcément de même longueur, parce qu'en fonction des stratégies de surveillance, on n'a pas forcément des données sur la période de temps de 1970 à 2018, qui est la période de temps d'étude de rétroscopie. Tout ça pour vous dire que ces tableaux-là nous ont permis d'avoir une vue dans paramètre par paramètre de l'évolution des données. Et donc, il a été fait pour l'ensemble des données. Voilà, pour les Kostova, pour les Rémi, et ça permettait d'avoir une visualisation globale de l'histoire de chaque site. Si on devait faire un résumé pour la trajectoire écologique des sites, toujours en approche une variable par variable, à la hausse en vert et à la baisse en bleu. Pour la VDP sur le climat, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'on a une hausse de la température en VDP. On a une baisse des vents, donc des vents de nord-ouest et de sud-ouest, et une augmentation des précipitations. En hydrologie, on a une diminution des nutriments. Phytoplancton, une baisse de la biomasse et une baisse de l'abondance des espèces phytoplanctoniques. Une augmentation de la richesse spécifique. Au niveau des huîtres, on a observé des mortalités de naissins et de juvéniles, avec plus de mortalité au niveau des naissins, mais qui est non compensée par d'autres phénomènes, que ce soit des remplissages de chair ou des indices de croissance. En microbiologie, on a observé une dégradation donc, de la qualité sanitaire, surtout en fond de l'hiver, et chez les cuisseurs, donc chez les collègues. Pour les contaminants chimiques, on a une diminution, Pour les contaminants chimiques, on a une diminution donc des concentrations des contaminants chimiques, donc une amélioration finalement de la qualité. Anaérobie,
À la même manière, on observe une augmentation de la température dans l'air, une diminution des vents sud-ouest et, à contrario de la BDD, on observe une diminution des précipitations. En hydrologie, on observe une augmentation de la turbidité sur toute la table d'études et en phytoplancton, une diminution de l'abondance et de la richesse spécifique. Donc, moins d'espèces, moins de richesse spécifique et une augmentation de la dominance. Donc, les espèces qui sont riches, mais celles qui dominent de plus en plus. Pour les huîtres, on a observé une augmentation des mortalités et, par contre, on a observé un indice de condition, donc le taux de remplissage chez les chèvres, qui augmente à travers les huîtres. Et ce qui n'a pas été observé ni en BDB, ni dans la BDB. Au niveau de la microbiologie, la contamination, au niveau de la microbiologie, on a observé une dégradation de la qualité sanitaire dans la Montseufre et dans le sud du bassin canadien. Et on a observé une augmentation des métaux et des DDD dans la première période, donc avant minuit, puis après une amélioration au global de la qualité chimique. À taux, on observe une augmentation de la température de l'air et une diminution des précipitations. Au niveau de l'eau, une diminution des nutriments en été, donc même diminution que celle qui avait été observée à la BDF. Et chose qui n'a pas été relevée dans les autres sites, on a observé une augmentation sur toute la période de la température de l'eau, ce qui présage un peu des effets du changement climatique, ce qui n'avait pas été observé dans les autres sites. Au niveau du phytoplancton, on a observé une baisse de la biomasse, des diatomées, et une augmentation de la richesse spécifique. Chez les huîtres, une augmentation de la mortalité et qui est compensée avec en contrepartie une augmentation de la croissance des juvéniles. Et pour la qualité sanitaire, pas de variation notable de la microbiologie dans la lagune de taux. Et au niveau de la contamination chimique, une augmentation des HAP avant 1980, puis après une amélioration des qualités chimiques. Si on devait faire un point de comparaison entre les trois sites, donc on voit qu'au niveau du climat de l'air, on a une augmentation de la température de l'air, donc réchauffement qui est observé sur les trois sites. Au niveau du phytoplancton, on a vraiment des changements dans les structures des communautés. On a remarqué en règle générale qu'on a une diminution de l'hétocéros. L'hétocéros est une espèce fourrage pour les huîtres. Chez les huîtres, on a une dégradation des performances d'élevage de l'huître, avec une augmentation des mortalités pour 5 chez les deux. Au niveau de la microbiologie, on a une stabilité ou une dégradation des sites sur les sites les plus côtiers. Et en contaminant chimique, globalement, on a une amélioration de la qualité chimique avec une diminution du cadmium, du plomb et du mercure. Là, c'est des contaminants qui sont présents à notre site. Et là, je vais passer la main à ma collègue qui va vous parler d'une approche multivariée. On va confronter les données de gros et huîtres. Donc, vous avez vu toutes ces données qu'on a bordées variable par variable. Donc, ça, c'est des choses, donc, il y a une grande quantité d'informations. Les planches sont partagées ultérieurement. Vous allez avoir aussi des petites vidéos qui vont revenir là-dessus pendant la journée. Et donc, le deuxième volet qui a été abordé, c'était de mélanger les données, donc d'avoir une approche multivariée, où on regarde les paramètres ensemble. Et on s'est posé la question de comment les traits de vie des huîtres et l'environnement ont-ils évolué ensemble au cours de notre période d'études. Donc, pour cela, on a croisé de façon assez originale les données des différents réseaux qui concernent les traits de vie de huîtres juvéniles, donc des huîtres âgées d'environ 20 mois, et puis les variables climatiques, mais aussi les variables hydrologiques et les variables phytoplanctoniques. Donc, on a utilisé la méthode qui vous a été décrite par Aline, le modèle linéaire dynamique en commun. Donc, cette méthode a été appliquée pour en tirer les tendances sur chacune de la vingtaine de variables qui est indiquée à droite. Donc, les variables de l'environnement, climat, climatique, les variables hydrologiques, les variables concernant le phytoplancton, et tout ça en lien avec les variables de l'huître, en termes de mortalité, en termes de taux de croissance et d'indice de conditions mesurés au mois de décembre.
Alors, on a comparé ces évolutions, ces coévolutions sur nos 3 sites avec la contrainte de s'adapter avec la période commune sur toutes ces données. Donc, les périodes de temps ne sont pas les mêmes selon les sites. Donc, sur la BDB, on a pu observer les données sur la période 2005 à 2018. Sur le bassin de Marais-Mauléon, c'est 99-2016 et surtout de 98 à 2018. Alors, pour répondre à cette question de la coévolution des traits de vie de l'huître et de l'environnement, on a utilisé 2 types d'analyses statistiques, une analyse de coinertie et une analyse par modélisation qui croise les différents blocs de variables. Alors, on vous présente ici des résultats qui sont en cours de consolidation puisqu'il y a une grande quantité de variables, on est encore en train d'en tirer les hypothèses. Alors, qu'est-ce que ici on représente la trajectoire de toutes ces variables, tout d'abord sur la BDB. Donc, en rose figure l'évolution au cours du temps des variables de l'huître. Donc, on a 3 variables de l'huître et on se représente ici dans cet espace en 2 dimensions avec une grande variabilité, 86% de la variabilité qui s'étale de la gauche à la droite. Avec vers la droite les années les plus récentes, donc 2018-2017, vous voyez, ça s'enchaîne. On part de 2005 à la gauche et on va vers 2018. Et quand on va de la gauche à la droite, on a une mortalité des juvéniles qui augmente et un indice de condition, donc de remplissage des coquillages, qui diminue au cours du temps. De façon moins importante, dans cet espace de dimensions, on a un axe vertical avec les années autour de 2010, au cours desquelles on a un taux de croissance plus important. Alors, ce qui est intéressant dans ce graphique sur la BDB, c'est qu'on a une succession chronologique parfaite, c'est-à-dire qu'on n'a pas une année d'un côté du graphique ou de l'autre, on a vraiment un enchaînement chronologique et on va voir que c'est le cas sur nos 3 autres sites. Et ce qu'on voit aussi, deuxième courbe, c'est la courbe en bleu, ça représente la trajectoire de tous les paramètres de l'environnement. Et en fait, c'est très bien corrélé, c'est-à-dire qu'on a une coévolution très forte. Les paramètres de l'huître et les paramètres de l'environnement vont évoluer ensemble au cours de cette période du cube. Alors maintenant, vous avez le même graphique pour les 2 autres sites, la barre du bassin de marée au milieu et puis la lagune de Thau. Donc, même principe, en rose, les variables de l'huître. Et ce qu'on voit, c'est que les traits de vie des huîtres évoluent différemment. C'est-à-dire qu'au cours du temps, on a sur la barre de Léon, non pas une diminution de l'indice de condition AFNOR, mais une augmentation. Sur la lagune de Thau, on a une mortalité qui augmente et une croissance des juvéniles qui augmente. Sur l'axe 2, à Marraine, autour de 2010, moins de mortalité, plus de croissance, et à Thau, moins de remplissage. Alors, ce qu'on remarque aussi, au-delà de cette trajectoire commune et de l'évolution synchrone des paramètres de l'environnement des huîtres, c'est qu'on a un changement de trajectoire autour des années 2008 et 2012 sur les 3 sites qui figurent ici. C'est-à-dire qu'on a une inflexion, un changement dans la courbe donc, autour des mêmes années, 2012 pour la BDB, 2007-2010 à Marais-Mauléon, autour des années 2000 à Fou. Alors, quand on compare nos 3 graphiques, on se rend compte aussi qu'on a, vous voyez, les courbes sur la BDB sont beaucoup plus proches que Marraine et Thau. C'est qu'on a, en fait, une synchronicité plus importante à BDB. Alors, l'hypothèse pour BDB, c'est que probablement à Marraine et à Thau, on a des fluctuations environnementales plus importantes, plus marquées que sur la zone de la BDB. Alors, pour aller un peu plus loin dans la recherche de l'explication de cette évolution des traits de vie de l'huître, la méthode multibloc PLS nous a permis de regarder l'importance de chaque bloc de variables dans l'explication des tendances des traits de vie de l'huître. Alors, ce que ça représente ces graphiques, c'est la part de variabilité expliquée par le bloc des variables climatiques, phytoplanctoniques, hydrologiques.
chacun des sites. Et quand on a une barre, un histogramme qui dépasse cette barre, c'est qu'on a une contribution significative des variables dans l'histoire des traits de vie de l'huître. Et alors, qu'est-ce que ça donne sur nos trois sites? Le bloc climatique contribue significativement à l'évolution des traits de vie des huîtres juvéniles. C'est vraiment ça qui est en commun sur nos trois sites. Et en particulier, dans ces variables climatiques, l'intensité du vent, qui sur les périodes d'études a diminué, et puis la température de l'air qui a augmenté. Alors, sur taux, on remarque également que les variables liées au phytoplancton contribuent aussi significativement à l'évolution des traits de vie de l'huître, au contraire des deux autres sites. Donc, c'est intéressant d'avoir ces approches multivariées qui nous donnent des informations sur la coévolution environnement-huître. Maintenant, on est encore en train de digérer tous ces résultats pour en formuler des hypothèses, sachant que là, il n'y a pas de processus bien détaillé. Hein, on regarde comment les variables évoluent ensemble et c'est les mêmes temps de trajectoire. Alors, quelques mots de conclusion sur cette partie écologie. Je vais passer la main à Audrey. Alors, vous l'aurez compris, au niveau des résultats, ce qu'on vous a présenté, il y a une expertise qui est indispensable pour analyser les séries temporelles. Vous l'avez présenté, il y a effectivement beaucoup de séries qui ont été regardées, qui ont été analysées, à regarder si la lecture était justifiée, pas justifiée. Ça prend du temps, ça prend du temps pour les analyser, pour les critiquer, pour les expertiser, ça a été fait en groupe avec des experts, et pour valider les messages qu'on pouvait lire à travers ces séries temporelles. On peut remarquer, ici on a des choses à retenir. On a une amélioration globale de la qualité chimique depuis les débuts des années 80, aussi due aux effets des réglementations. On a une dégradation de la qualité microbiologique dans certains cycles côtiers. On peut voir à certains endroits des dégradations, une augmentation de la concentration des chimiques dans le taux de chair sur des sites côtiers, donc peut-être des sites sur lesquels il faudra se pencher et étudier, à surveiller pour l'actuel et pour le futur. On a une baisse de la production primaire à taux et en délai, une diminution de la chlorophylle qui est observée dans la lagune et en délai, ce qui n'est pas observé à Marine. On a une structuration des communautés phytoplanctoniques, puisqu'effectivement, on a vu des changements dans les communautés phytoplanctoniques, plus marqués à Marine et à Taux. Donc, par exemple, à Marine, on a vu qu'on avait 10 espèces dominantes et que les espèces dominaient de plus en plus. Donc, on a une diminution de la richesse spécifique avec une baisse de la biodiversité qui peut avoir un lien avec les coquillages. On a aussi vu, on a présenté les effets du changement climatique qui sont perceptibles à tout, puisqu'on a vu une augmentation de la température de l'eau, une augmentation de la température de l'air sur toute la période d'études, tendance à l'augmentation. Ce qui n'a pas encore été remarqué, noté dans nos séries temporelles pour Marine et pour la biodiversité. Donc peut-être un effet sud-nord aussi à considérer avec chaque visite. On est pas là-dessus. Une dégradation déjà pour d'élevage depuis 1990. Et ça, on l'a vu dans les trois sites. Et puis, au niveau du multivarié, on a une évolution synchrone des traits de vie de l'huître, des huîtres juvéniles, de 18 mois, avec le climat. Donc, on a aussi l'huître, en fait, qui est un bon indicateur de l'évolution de son environnement, qui suit les fluctuations de son environnement. Et ça, c'est pour nous, c'est important parce qu'on dit bien que c'est des effets continuels, mais c'est important aussi de voir qu'on le retrouve quand on regarde une série temporelle quelqu'un entend. Et on a regardé donc des forçages globaux,
on voit ce qu'on vous dit là, c'est qu'effectivement, il y a des tendances globales, mais il y a aussi des spécificités locales. Tout à l'heure, je parlais des contaminants chimiques. Grosso modo, effectivement, il y a une interaction globale avec les chimiques. Pour autant, dans certains sites, on peut encore garder un petit peu plus à la gauche, comme en qualité microbiologique, où on va faire des sous-zooms sur nos sites, parce que nos sites, ils ont la qualité, il y a des sous-endroits, effectivement, il peut y avoir encore une petite fragilité, que ce soit la fragilité sanitaire ou des phénomènes qui sont observés comme une augmentation diminution de l'oxygène ou dégradation de la qualité chimique, dégradation de la microbiologie, qui sont encore un peu observés. Tout ça pour vous dire qu'au niveau des premières étapes qu'on vous a demandé, qu'on vous a montré, il reste encore une étape d'expertise maintenant, d'analyse des tendances globales, mais aussi des tendances dans les sites pour regarder l'histoire spécifique du site. Et puis, on est en train aussi de mettre en corrélation les données de contaminants chimiques, donc contaminants chimiques, contaminants microbiologiques, pour faire l'histoire des pressions sur les littoraux. Et donc, ça, c'est une étape qu'on est en train de mener et qui devrait se poursuivre à la fin 2023 et 2024. Ah, excusez-moi, j'ai un dernier point. Donc, je vais le refaire. Vous avez la question, excusez-moi. Mais bon, c'est une évidence, c'est pour ça que. Mais on n'a pas. C'est l'intérêt des séries long terme, effectivement, pour étudier la trajectoire des écosystèmes et les analyser conjointement pour aider à comprendre le processus à l'œuvre. Donc, effectivement, de conserver cette série long terme pour pouvoir justement étudier les évolutions, les trajectoires d'évolution de ce écosystème. C'est la deuxième fois. Voilà. Excusez-moi. Comme on n'est pas en retard, on a du temps pour les questions. Alors, je crois qu'il y a des personnes qui avaient des micros chargés de micros. Les collègues, merci beaucoup. Super, vous levez la main.